Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le mardi 26 décembre 2016, mais vous êtes certainement en train d'écouter en 2017, je pense, puisqu'on avait décidé de l'enregistrer un petit peu plus tôt. Et en cette fin d'année pour nous, je suis accompagné de plusieurs personnes. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai mes deux acolytes habituels, donc Christophe Peugnier et Richard Clark. Bonjour Richard, tu vas bien ? Oui, très bien. Plongé dans Visual Studio ou en vacances ? Plutôt en vacances, oui. T'es pas en train de préparer une présentation .NET Core ou un prochain podcast que tu vas nous... Si, bien sûr, mais mais bon, ça va être une longue préparation de 5 minutes avant le podcast. Donc, ça va. sur l'avenir de .NET, oui. Ok, on verra ça plus tard. Et donc il y a Christophe également. Bonjour Christophe. Bonjour Denis, bonjour tout le monde. Et toi en plein dans les développements aussi ? Une partie, j'essaye en ce moment. Là, entre Noël et Nouvel An, voilà. J'essaye de lancer beaucoup de code. Il faut que je finisse des trucs, mais je m'occupe d'autres choses aussi et c'est un peu dur de tout gérer. Entre les deux grandes dates de vacances, donc les deux grands congés, Noël, Nouvel An, c'est jamais facile, c'est toujours le compliqué en fin d'année. Et aujourd'hui, on a un invité, évidemment. Donc notre invité du jour aujourd'hui, c'est Alexis Cogna, un ch'ti du Nord, qui va nous parler de Skype pour les développeurs. Bonjour Alexis, tu vas bien ? Ça va bien, bonjour messieurs. En vacances également ? On peut dire ça, on va dire que c'est calme. On a moins de relations avec les clients cette semaine, mais on en profite comme Christophe pour avancer un petit peu sur d'autres choses. Il n'y a que Richard et moi, nous on se repose et on sera en forme l'année prochaine à Richard. Oui, moi je prends pas 3 semaines de vacances. Non, moi non plus, je t'ai dit une semaine moi, de vacances, je t'ai dit. La semaine prochaine, c'est tout. Bon, et cette semaine-ci aussi, mais ça fait 2, mais... Mais Christophe, ce que je te propose, c'est toi qui connais bien Alexis, est-ce que tu peux peut-être nous le présenter rapidement ? Oh non, je connais bien, je sais ce qu'il mange, je sais ce qu'il boit. Ah, c'est plus que bien ça. Mais à part ça, est-ce que tu sais ce qu'il fait dans la vie aussi ? Bah écoute, Alexis, on va faire un petit tour de ta sortie d'études jusque ta boîte. Yes. Ta co-boîte. T'es cofondateur. Master en informatique en 2007. Yes, ou alors je parle de ton BTS avant. C'est la suite logique, mais C'est comme beaucoup d'invités que je pense que vous avez déjà eu, je suis diplômé de Supinfo depuis 2010. Ouais, il y a un nid là-bas, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un nid à Supinfo. Exactement. Ouais. Et juste après, par contre, tu as été faire ta formation à Stanford. Ouais, c'est quoi ce truc-là ? En fait, c'est une formation professionnelle que j'ai eu l'occasion de faire. Alors, je l'ai faite un peu après. Je l'ai faite 1 an après avoir créé ma boîte. Mais c'est à Lille ? Ouais, en fait, c'est un programme qui est organisé par alors Aura Technologies, je sais pas si vous connaissez, ça commence à être un peu connu, qui est en fait qui est un pôle technologique à Lille qui permet de créer des entreprises, etc. Ils ont un partenariat avec Stanford sur en fait le développement de start-up, etc. Donc j'ai eu l'occasion d'aller une semaine à Stanford et une semaine à Lille. C'était un programme sur 15 jours. Donc c'était sympa. Bon, par contre, après, tu as tout de suite mis dans le pas professionnel. Tu as directement travaillé autour du développement C# ASP dans 2 boîtes différentes. Juste pour donner les noms, c'est Tape à l'œil et Eliade. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sur 4 ans. En gros, ces machins-là. Et puis après, tu es devenu MVP Skype for Business. Link, en fait, tout au départ, je présume ? Ouais, la première 2012. En 2012, c'était Link, ouais. Ça fait 4 ans que tu es MVP ? Ouais, ça fait 5. J'ai eu mon jeton cette année, mon jeton bleu cette année. Ah, c'est génial. D'accord. La petite rondelle bleue, c'est cool. Exactement. Et par contre, vous n'êtes pas nombreux en fait au niveau de Skype for Business en tant qu'MVP, si ? Non, on n'est pas beaucoup. On est 4 aujourd'hui en France. Je suis le seul à faire du dev. Dans le monde, on doit être maintenant à peu près 70. Et pour donner le ratio à peu près des gens qui font de l'IT sur Skype, qui est quand même une majorité, on doit être, je pense, un peu moins d'une dizaine à faire du dev sur Skype. Et pourtant, on parle au niveau de techno, Microsoft, on parle pas mal de vous parce que ça bouge pas mal, ça a bougé pas mal avec les réunifications Link Skype et puis maintenant ça
je trouve qu'il y a une convergence et puis ça bouge quand même pas mal. Ouais, ça. Techno. Et puis c'est un outil qu'on utilise, je pense, même sans le savoir, quasiment tous les jours, entre guillemets. On utilise très très souvent Skype et ça devient un nom commun. C'est même plus une marque maintenant. Ça devient quasiment un nom commun, Skype, donc c'est bien. Absolument, ouais, en plus c'est quelque chose qui est utilisé en effet par tout le monde. On se rend pas forcément compte, mais que ce soit mamie qui l'utilise pour appeler son petit-fils qui est à l'autre bout du monde ou nous en tant que professionnels, à peu près tout le monde l'utilise. Ouais. Ouais, c'est vraiment transversal sur toutes les plateformes et ça c'est assez génial parce que Skype, comme tu disais, c'est un nom commun et on parle pas forcément le Skype de Microsoft, c'est le Skype. Ouais, il y avait des chiffres qui étaient quand même assez impressionnants. Alors ça a peut-être évolué depuis, mais à l'époque, par exemple, sur Skype grand public, tu avais à peu près 60 millions c'était 6 millions d'utilisateurs, je crois, en France, actifs. Donc ils faisaient à peu près 30 minutes de vidéos par mois. Et dans le monde, c'était assez impressionnant. Et tu avais un chiffre qui était toujours marrant à raconter, c'est que à peu près les communications Skype prenaient à peu près 38% de la bande passante sur les réseaux transatlantiques. Ouais. C'est quand même impressionnant. Ouais. Bon, ça a dû diminuer depuis. Mais... Tu penses... Une petite parenthèse, là, justement, j'ai testé, j'en parlais juste avant qu'on commence l'enregistrement, j'ai testé un truc, je parle de convergence, avec le Skype Translator, tu sais, là, on va pouvoir discuter avec un étranger sans connaître forcément sa langue, ce qui avait été en démo il y a 2 ans, il me semble. Oui. Et justement, par hasard, je regardais sur traducteur.bing.com, où maintenant, en fait, on a un système de... c'est un peu la même chose, donc je me demande, bon, j'espère que derrière Microsoft sont les mêmes machines, on va dire, les mêmes moteurs, mais ils parlent pas du tout de Skype et puis Bing fait pareil, tu vois. C'est assez étonnant. En effet, c'est exactement la même chose que Cortana utilise, Skype, toutes les API Cognitive Services, etc. Tout est rassemblé derrière, mais ouais, c'est assez impressionnant. Ça marche quand même plutôt bien. Et puis, dans l'ordre, tu as été MVP et en 2013, un an après ta première nomination, disons, tu as créé, avec un collaborateur, un collègue, tu as créé la boîte qui s'appelle Native, qui est sur l'île et qui aussi, dans les mêmes locaux que là où tu as suivi cette formation de Stanford University. Ouais. C'est-à-dire, tu viens de me le dire et je perds mes mots. Oh là là. Eurotechnologie, ouais. Eurotechnologie, pardon. Donc voilà, ta société, en fait, elle tourne vraiment, alors à 100% autour de ton expertise Microsoft. Absolument, oui, c'est ça. Et puis c'est un peu là-dessus qu'on voudrait que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce que c'est que Skype et le développement. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Ouais. Sans problème. Et commençons peut-être par le début. On parle de Skype. Tu vas nous expliquer qu'en fait, il y a déjà plusieurs versions de Skype. On parle de Skype entreprise, de Skype classique, entre guillemets. Tu sais nous expliquer un petit peu déjà ça, pour avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet côté dev, savoir un peu où on se situe, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme outil? Oui, bien sûr. Donc en effet, il y a deux versions. Il y a la version, ce que nous, on a l'habitude d'appeler Skype Consumer. Donc c'est le Skype grand public. Que vous avez l'habitude de voir. Ouais, exactement. Que vous pouvez retrouver sur le store, etc. Qui permet en effet de contacter n'importe qui avec plus de fonctionnalités qu'avant. À l'époque, la conférence, etc., c'était payant. Là, maintenant, c'est gratuit. Et il y a des services qui s'enrichissent. Christophe, tu l'as dit, par exemple le Skype Translator ou ce genre de choses. Les bots aussi maintenant, etc., etc. Et on a la partie, je vais dire, professionnelle, qui est Skype for Business. Alors, Skype Entreprise pour la France. Merci à Monsieur Toubon et sa fameuse loi, parce que Microsoft a été obligé de traduire juste pour la France Skype Entreprise. C'est pas chiadé, ça, quand même. Ouais. Pour la petite anecdote, une fois, j'avais tweeté, une photo d'un produit, et en fait, il était en français. Il y a les MVP américains qui me disent pourquoi Skype Enterprise? Je vais leur expliquer, c'est nouveau, pourquoi ça s'appelle comme ça. En effet, en France, ça s'appelle Skype Entreprise. Donc des fois, c'est même un peu compliqué pour les clients de comprendre parce qu'ils connaissent Skype for Business, Skype Enterprise, Skype normal. Et puis là, ils râlent, mais ils n'auraient pas pu faire la même chose, un seul produit. C'est ça. Mais après, globalement, en fait, le produit, il va faire à peu près le même niveau de choses.
sauf qu'il y a des petites différences. Mais principalement, on va pouvoir gérer la présence ajouter des contacts déjà, gérer une liste de contacts avec des collègues, des amis, la famille, etc. Gérer la présence, dire il est occupé, il est présent, il est absent, etc. Et après, on va avoir des modalités de communication, donc on va avoir la messagerie instantanée, les appels audio, vidéo, le partage d'écran, le partage de contenu aussi. Et on va aussi pouvoir utiliser, et c'est là où il y a une petite différence, c'est par exemple la téléphonie. Donc sur Skype, le grand public, on va devoir acheter des crédits auprès de Microsoft pour pouvoir appeler des numéros, les numéros que vous connaissez sur les réseaux commutés, c'est ça, donc 03, 06, etc. C'est par exemple quand il y a eu les attentats en France, Microsoft avait annoncé que tous les Français avaient la possibilité d'émettre des appels de manière gratuite pour pouvoir se renseigner et pouvoir avoir des informations sur leur famille. Voilà. Et sur la partie entreprise, en fait, on va déjà aussi avoir deux manières de l'installer. On a une manière, ce qu'on appelle sur site, donc on-premise, pour pouvoir le mettre dans vos data centers ou dans le cloud sur Office 365. Et on va pouvoir ajouter la connexion téléphonique de l'entreprise qu'elle avait soit à l'origine, soit en utilisant des abonnements spécifiques pour Skype entreprise. Ouais, donc ça veut dire ça en pratique que depuis ton PC, tu peux faire des appels même à l'étranger en utilisant quasiment une communication locale dans ce cadre-là, puisque tu utilises un numéro qui se trouve dans le pays du destinataire, c'est ça ? Si c'est optimisé, en effet, oui, tu peux. Par exemple, si une entreprise qui est implantée au niveau mondial, elle a un site en France, un site aux États-Unis, en effet, on va profiter du réseau qu'il y a entre les deux sites pour émettre un appel qui sort des États-Unis et pas faire un appel qui sort de la France pour appeler les États-Unis. En effet, ça coûte beaucoup moins cher. Et ça, par exemple, c'est une des différences qu'on peut faire sur Skype entreprise, qu'on peut pas faire sur Skype grand public, parce que sur Skype entreprise, en fait, on gère tout. Il y a des administrateurs qui gèrent les numéros de téléphone qui sont attribués aux utilisateurs, les flux audio, vidéo, de quelle manière ils sont diffusés à travers le monde au sein de l'infrastructure Skype. Donc tu parles des deux. Voyage Internet. Oui, c'est ça. Tu parles des deux, donc Skype for Business. Maintenant, les deux ne sont pas compatibles entre guillemets, c'est-à-dire si tu veux téléphoner ou si tu veux faire une communication Skype Business, tu es obligé d'avoir le client Skype Business, tu sais pas le faire depuis Skype. Il y a quand même toujours deux. Si ? Non ? Je sais pas. Alors, dans Skype Entreprise, tu as une fonctionnalité qui s'appelle la fédération. Et la fédération, elle est utilisée pour deux choses. C'est soit fédérer de Skype Entreprise vers Skype Entreprise, donc la société A qui veut fédérer avec la société B. Ça permet aux collaborateurs qui sont dans les deux entités de pouvoir communiquer comme si c'était dans la même entreprise, c'est exactement pareil. Et après, il y a la fédération pour le réseau public, et qui est en fait la fédération avec Skype en public. Donc tu peux ajouter des contacts qui sont dans Skype grand public dans Skype entreprise. Et c'est à peu près pareil. Tu peux faire de l'audio et de la vidéo. C'est ça, donc on peut le faire. Donc les technos sont les mêmes, ou il y a des passerelles entre les deux, mais je veux dire, les technos à ce moment-là peuvent être similaires, quoi. C'est ça, il y a des passerelles en effet, ouais. Ok. Parce que excuse-moi, technologiquement parlant, entre les deux, il y a des grosses différences. C'est la même chose. Ouais, il y a quelques différences, notamment sur les protocoles. Par exemple, Skype utilise un protocole qui est le protocole d'origine, qui s'appelle Silk, qui a été intégré dans le client Skype entreprise. Et après, il y a des différences, en effet, sur les protocoles de partage, les protocoles de vidéo, etc., qui sont un peu différentes. Mais après, c'est à peu près la même chose. Il y a une vision de Microsoft, tu penses, de uniformiser tout ça ? C'est-à-dire, il y a un intérêt d'avoir déjà deux clients, deux technos, ou bien parce que c'est plus du commercial. Pourquoi pas avoir un seul client, une seule techno, un seul produit, et puis après, commercialement, l'activer ou pas ? J'ai pas forcément de vision dessus, mais je t'avoue que c'est déjà un sacré bazar comme ça. Les clients sont déjà assez sont toujours embêtés pour dire c'est quelle version, Skype entreprise, pas entreprise, grand public, etc. Parce que généralement, en plus, tu as souvent les deux versions qui sont installées sur le même poste. Ouais, c'est ça. C'est toujours compliqué. À terme peut-être, mais aujourd'hui, j'ai pas cette vision-là, en sachant qu'il y a quand même... en tout cas, il y a des fonctionnalités supplémentaires qui sont disponibles dans Skype entreprise qui sont différentes de Skype, notamment sur la qualité de service, etc. Il y a des optimisations. On peut aussi brider des choses dans Skype entreprise qu'on peut pas faire dans Skype parce que le client il est pas entre guillemets pas manageable.
ce qu'on peut faire sur Skype Entreprise. L'administrateur peut mettre des règles Ah ouais. pour supprimer telle info, etc. Donc, c'est peut-être une vision à long terme, en effet. Ouais. Mais bref, là, le Skype, disons que c'est un bon rachat. Il faut oublier que c'est Microsoft qui a racheté ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Je crois que ça fait même pas 6 ans, un truc comme ça. 6 ou 7 ans que c'était racheté en 2010, 2011. Ouais, je me souviens plus exactement la date, mais ouais, ça commence à faire quelques années. Ça fait pas longtemps en fait. Ouais, mais bon, tu sais, dans nos métiers, ça va tellement vite que. Mais je veux dire, ça serait bien qu'ils uniformisent, mais je trouve qu'il y a encore tellement de choses à faire. Rien que les interfaces logicielles sont totalement différentes encore maintenant. Ah, ça a quand même pas mal évolué depuis au moins depuis au moins le fait que ça s'appelle pareil maintenant, hein, parce que en effet Skype, je l'ai pas dit, mais Skype Entreprise, il y a quand même un historique qui est assez important. La toute première version, ça s'appelait Live. C'était même intégré à Exchange 2000, les premières fonctionnalités, en tout cas d'IM. Qui ont été intégrés, alors moi je crois que c'était 2000. Après on a eu Live Communicator Server qui était en 2005. Ouais. Après on a eu OCS qui était Office Communicator Server. Ah oui, c'est juste. Ouais, on a eu Link après où il y a eu 2 versions, il y a eu la version 2010 et 2013 et après en fait là il y a eu le changement de nom vers Skype for Business Suite au rachat. 2015. Le rachat il a été bien avant parce que par exemple la fédération entre le réseau professionnel et personnel, ça existait déjà en ligne 2013. Donc, il y a quand même. C'est 2011 là, le rachat de Microsoft. Mais oui, ça simplifie en fait. Vu tous les noms un peu chiadés, excusez-moi du nom, mais c'est un peu le terme. On sent que ça commence à s'aplatir. Oui, c'est ça. Les interfaces, vous le voyez aussi. Hein. Si vous utilisez un peu les deux, vous voyez que les boutons commencent à être pareils, les couleurs à peu près pareilles aussi, etc. Et ça, c'est depuis Skype for Business 2015, où en fait les interfaces commencent à se ressembler. Et ce qui est étonnant, moi, ce que je trouve toujours étonnant, c'est que derrière Skype, nous on sait que c'est Microsoft, mais je pense qu'il y a, dans le grand public, il n'y a pas toujours cette connotation Skype et Microsoft. C'est vraiment comme une marque à part entière. Oui, c'est vrai. Si je peux troller, parfois, heureusement, quoi. Bon, je sais pas, de temps en temps, ça marche bien. Non, ça marche bien. Non, sérieusement, entre nous, ça marche de mieux en mieux, Skype. C'est ce que je disais moi aussi en off. Moi, en tout cas, perso, j'ai jamais... ici, on fait tous les enregistrements du podcast sur Skype. On a rarement eu de problème. C'est parfois, comme tu le dis, plus des problèmes liés à la bande passante, au réseau, des choses comme ça. Et là, forcément, s'il n'y a plus de réseau, Skype a du mal à fonctionner. Quoi. C'est ce qu'on peut pas demander. C'est ce qu'on peut pas demander aux personnes du grand public qui l'utilisent. Un cas où, je sais pas, vous avez déjà eu l'occasion peut-être dans votre famille, mais la mamie qui veut appeler son petit-fils qui est à l'autre bout du monde... Elle veut que quand elle clique sur le bouton, ça marche, mais elle se rend pas compte que si elle a un réseau Wi-Fi ou une bande passante qui est à 1 méga, bon, la qualité, elle va pas être optimale, quoi, hein, ça c'est sûr. Mais ça, elle s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'en entreprise, c'est aussi optimisé. C'est que on sait que quand un utilisateur, le grand patron, doit appeler à l'extérieur, on lui alloue la bande passante nécessaire pour qu'il y ait une qualité qui soit correcte. Sur la partie grand public, on peut pas le faire. Donc c'est aussi parfois ça qui peut rendre le service un peu mauvais. Ouais. En tout cas, ça marche super bien. Et j'ai encore une question. Là, Skype, c'était une entreprise à part avec leur technologie séparée. Maintenant, suite à ce rachat, il y a 5 ans, 6 ans bientôt, tout est chez Microsoft, tout est dans leur data center. Ou alors Skype, c'est encore une entreprise qui est séparée en fait un peu comme je veux dire Minecraft et Mojang où ils ont leur propre truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est intégré totalement à Microsoft ou c'est encore une entité ça a été une entité quand même à part pendant un certain temps. Maintenant, toutes les équipes sont rassemblées, hein, aussi bien pour la partie entreprise que la partie... Donc, par contre, elles sont éclatées. Hein. Je ne sais plus exactement, mais il y a pas mal de sites encore en Europe. Vous avez certainement vu dans la presse il y a quelques temps, Londres était un gros site pour Skype. Je ne sais pas si ils avaient annoncé qu'ils allaient fermer une partie. Après, il y a pas mal de développeurs qui sont à Redmond, bien sûr. Je pense qu'il y a des développements qui sont faits en Inde aussi. Enfin, il y en a un peu partout dans le monde, mais ça reste maintenant, c'est vraiment intégré à Microsoft. D'accord. Et sur les data centers, c'est ce que je disais en off aussi tout à l'heure.
c'est que à l'époque, le modèle de Skype grand public était un peu différent. C'était du peer-to-peer. On avait des fonctionnalités qui étaient payantes parce que c'était pas intégré par défaut. Et il y a eu une transition lors du rachat de Microsoft où en fait ils ont utilisé le meilleur de Skype et le meilleur des MSN et ils ont scindé les deux et ils ont réutilisé des choses. On est passé d'un mode peer-to-peer à un mode client-serveur avec les serveurs d'MSN, etc. Donc voilà. Ok. Et si on rentre plus dans le développement alors maintenant, donc on va dire ici, ça c'est la présentation donc, de Skype, de ce qui existe, Skype for Business et autres. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de développement? Déjà, qu'est-ce que tu fais toi au niveau de ta société dans ce genre de domaine, puisque tu es spécialisé un petit peu là-dedans aussi, dans tout l'aspect dev. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Skype ou Skype for Business peut-être en termes de dev? Alors sur Skype grand public, c'est assez simple parce qu'on peut pas faire grand-chose. Il y a eu des choses qui existaient à l'époque quand c'était encore Skype et la société Skype, notamment pour intégrer les clients. Vous avez certainement connu les clients pour PS Vita, PlayStation, machin, etc. Il y avait pas mal d'API qui existaient. Microsoft, lors du rachat, a supprimé pas mal de choses. Et en fait, même pas mal parce qu'il en restait plus beaucoup, il restait plus que les Skype URI où en fait tu pouvais intégrer des widgets ou ce genre de choses dans des pages HTML ou dans des applications et c'était juste un raccourci qui permettait de lancer le client Skype soit sur iOS, soit sur Android, soit sur le web pour pouvoir automatiser. C'était assez simple et c'est basé en fait sur des balises HTML et on ne peut plus. Tag. Si, ça marche toujours, il y a aucun problème. Et on peut même maintenant, en rajoutant un 2, enfin vous regarderez dans la doc, mais sur le href, tu mets 2 points et tu peux appeler les réseaux Skype en entreprise. Ah ouais, ça marche aussi. Je savais même pas. Ouais, et il y a même un site, donc c'est dev.skype.com, où il y a même une interface pour générer le widget Skype pour le mettre dans un site web. Ah ouais, ok, c'est pratique ça. Voilà. Okay. Donc il y a ça a évolué un petit peu depuis le Bot Framework. Je sais que vous aviez fait un podcast avec Etienne sur le sujet. Il commence à avoir des choses sur la partie bot, etc. Donc il y a un petit peu plus d'API. Avec le Bot Framework, c'est simplifié parce que ça permet d'adresser tout, mais on peut faire un bot spécifique pour le Skype. Donc sur la partie grand public, c'est tout ce qu'on peut faire. Par contre, sur la partie entreprise, là, on peut quasiment tout faire. J'ai jamais compté, mais il y a à peu près une dizaine d'API qui ont été mis à jour pour Skype Entreprise, qui ne l'ont pas été, etc. Et globalement, on peut un peu tout faire. Juste pour vous présenter un peu ce que moi je fais aujourd'hui, il y a, je vais dire, deux cas pour lesquels on a besoin de développer autour de Skype. Le premier, c'est d'adapter le comportement et les fonctionnalités de Skype à ce que les clients veulent faire. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, c'est un client qui migrait d'une infrastructure Avaya. Donc Avaya, c'est un constructeur de téléphone qui est concurrent de Cisco, d'Alcatel ou ce genre de choses. Ouais. Avec un central téléphonique. C'est ça qu'on appelle un PABX. Ouais. Et il avait une fonctionnalité spécifique qui permettait notamment qu'un utilisateur externe, donc un client, quand il appelait une personne, il tombait jamais sur la messagerie vocale. En fait, c'était toujours redirigé vers un numéro. Donc, il y avait un workflow en fait qui était défini. Par Skype, on peut le faire, mais on peut faire qu'une seule redirection. Et en fait, c'est l'utilisateur qui gère cette redirection. Donc, c'est pas forcément terrible parce que si l'utilisateur dit j'enlève la redirection ou il oublie de la remettre, en fait, il tombe sur la messagerie vocale. La direction ne veut pas que les clients retombent sur la messagerie vocale. Donc, on a développé en fait un script qui tourne sur le serveur, qui permet en fait d'attraper les appels quand ils vont vers une messagerie vocale et de les rediriger vers un numéro que l'administrateur a défini. Et ça, on a utilisé des API pour le faire. Donc ça, c'est plus des appels classiques, des appels téléphoniques. Quand on téléphone dans l'entreprise, ça passe dans la machinerie de Skype. Donc Skype ne fait pas que de la gestion, comme nous on a tendance à le voir, de la gestion ou bien de chat ou bien de communication vocale, mais par Internet. C'est vraiment à ce moment-là toute la capture de tout ce qui est téléphonie, toute communication, quoi. Ça fait tout, ouais, absolument. Toute la communication que tu vas pouvoir utiliser en entreprise, Skype est capable de le faire. Mais en fait, au niveau du développement, du coup, si je comprends bien, toi, ta partie professionnelle, ta partie de développeur, c'est vraiment le côté PABX, entre guillemets. Quand je dis PABX, c'est un fourre-tout pour moi en vocabulaire, où on va gérer des scénarios
de poste à poste, de réponse en balancing selon certains utilisateurs. C'est ça en fait, ou pas? C'est un cas, c'est un des cas qui est possible, où on va aussi pouvoir rendre aussi ce routage un petit peu plus intelligent parce qu'on a des notions de présence, etc. Donc si par exemple un utilisateur, enfin une personne appelle un utilisateur, si on se rend compte par exemple qu'il est absent, ça sert à rien de lui envoyer le message, l'appel parce qu'on sait qu'il est absent donc il répondra pas. Donc automatiquement on va le basculer vers un autre numéro. Bah, il y a toute une intelligence qui vient être Oui, c'est installée ce que là-dedans. j'appelle les scénarios, l'intelligence, moi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais après, on peut le faire aussi avec de la messagerie instantanée, on peut le faire avec de l'audio, de la vidéo, du partage d'écran. Et j'avais posé la question, quel est l'avantage justement d'utiliser, on parle ici de PABX, donc un central téléphonique qui capture des appels et autres par exemple, mais d'utiliser Skype par rapport à, on parlait d'Avaya, mais ça peut être autre chose. C'est quoi? C'est l'intégration dans la société de toute l'infrastructure Parce que c'est ça qui est intéressant ici, si je comprends ce que tu dis, c'est quand un appel arrive, le système peut directement savoir, puisque je suppose qu'il est connecté d'abord à l'Active Directory et puis à la présence de la personne, savoir si la personne est là. T'as tout compris, c'est ça. Aujourd'hui, les systèmes téléphoniques PABX traditionnels sont généralement des systèmes qui sont à part et qui sont gérés même la plupart du temps qui sont pas gérés par l'informatique. C'est généralement les services généraux ou ce genre de choses qui utilisent cette partie-là. C'est intégré quand même à l'infrastructure informatique un minimum, mais pas autant que Microsoft et Skype, parce qu'en effet, tu l'as dit, c'est déjà basé sur l'identité Active Directory. Et à partir de ça, on a quand même tous les services possibles et inimaginables. C'est un gros plus. Hein. Yeah, ouais. Et tu parlais notamment de la présence. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous utilisez Skype Entreprise, mais normalement, quand vous avez un rendez-vous dans votre calendrier Exchange, la présence de Skype passe automatiquement à occuper. Tout ça, c'est une des optimisations qui permet, qui est l'avantage de Skype. Et ça, tu peux pas faire. C'est l'un des gros plus. Je veux dire, même OVH avec leur système de. Moi, j'utilise un OVH, leur système de téléphonie VoIP, mais ils pourront jamais. Ou alors ils c'est sont pas aussi intégré, oui. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et là, c'est juste énorme. Là, c'est vraiment bien. Ouais, après, il y a la convergence aussi, parce qu'aujourd'hui, un client Skype, tu peux être connecté jusqu'à 8 points en même temps. Donc, c'est-à-dire que tu peux être connecté sur ta tablette, connecté sur ton PC, connecté sur ton téléphone, et tu vas pouvoir répondre en fonction de ton usage. Si tu pars, tu peux répondre sur ton téléphone. Si c'est sur ton PC, tu réponds à partir de ton... Voilà, il y a toute une convergence des communications. Tu réponds de là où tu es. Exactement, ouais. Donc ça, c'est un gros avantage. Plus lié à son poste de travail. Donc en fait, avec les API qui sont plus les API serveurs, on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses. On parlait des bots, on peut aussi faire des bots sur Skype Entreprise. C'est des choses qui avaient été annoncées dans le Skype, qui ont été évoquées lors de la build. Il y avait des utilisateurs lors d'une conférence qui avaient demandé si Skype Entreprise serait intégré au bot framework, ce qui paraît logique. Hein. Ouais. Ça risque de l'être, je pense, dans les années qui arrivent. Si ça ne l'est pas, ça serait un peu dommage. On peut déjà le faire aujourd'hui, hein, avec les outils, notamment sur ton slide, là on voit UCMA 5. UCMA, en fait, c'est vraiment le SDK le plus gros et le plus puissant de Skype, qui tourne sur la partie serveur. Il y a même d'ailleurs des services qui sont dans Skype qui sont basés sur ce SDK-là. Et on peut faire des bots, on peut faire du routage d'appels, etc., etc. Au niveau des bots et Skype, tu as déjà des choses avec des clients ou des intérêts? Il y en a forcément un petit peu parce que comme ça devient, en tout cas, moi j'en ai déjà fait dans Skype Entreprise, mais ça devient forcément comme ça devient le point d'entrée de toutes les communications. Ça, c'est quand même génial de pouvoir aussi récupérer des informations à partir d'un bot dans ton Skype Entreprise. Donc il y a des clients qui commencent à être intéressés. Bon, comme c'est pas encore intégré au bot framework. C'est des développements spécifiques, mais je pense que dans les années qui arrivent, on va, en tout cas dans le monde de l'entreprise, en voir de plus en plus. Ouais. Et en pratique, alors, c'est quoi? Tu as un SDK, donc tu développes en .NET, tu fais des services, des applications, et que tu intègres ça directement dans le Sky Business Server. Absolument, ouais, c'est ça. Donc, par exemple, l'UCMA, la plupart du temps, c'est des services Windows qui sont développés en .NET, qui sont basés sur la plupart du temps avec async, await, etc. Là, la partie, parce que forcément on est en temps réel, donc on essaye au maximum d'optimiser le traitement des appels et des communications.
et on l'installe sur un serveur qui est spécifique, qu'on appelle un Trusted Application Server. Et c'est juste une boîte qui permet de communiquer de manière sécurisée en fait avec le serveur Skype et le moteur de Skype. Et on peut faire, avec celui-là, on peut quasiment tout faire. Des centres d'appel, des bots, de la planification de meetings, de rendez-vous, enfin on peut quasiment tout faire. On peut rajouter, modifier, enregistrer aussi, enfin on peut quasiment tout faire. Donc, mais il y a un point, moi, c'est comment ça se passe. Enfin, ça, je suppose que c'est pas dans Skype, mais l'aspect accès, je vais dire, au téléphone, entre guillemets, au matériel. Il y a quoi? Il y a du matériel supplémentaire qui n'est pas fourni par Microsoft, là. Tu te connectes sur, je ne vais pas dire une sorte de batterie de modem, mais je suppose que c'est quand même plus professionnel que juste un petit modem 56K qu'on vient plugger dans le bazar pour alors en fait, récupérer les appels. Pour Skype Entreprise, enfin en tout cas autour de Skype, il y a un gros écosystème de partenaires qui existe, parce que Microsoft ne fait pas tout, ils font le software, ils font aussi des firmware, mais ils sont intégrés dans du matériel qui est matériel de partenaires. Vous connaissez peut-être Polycom par exemple, qui fournit des téléphones qui reste un téléphone traditionnel, mais qui est en fait considéré comme un client Skype. Donc en fait, dessus, vous pouvez gérer la présence, etc. Il y a des limitations, on ne peut pas faire forcément une messagerie instantanée sur un téléphone, mais vous pouvez décrocher des appels vocaux, etc., etc. Et tout ça est géré. En fait, comme depuis le serveur, on le voit comme un client Skype, c'est comme si c'était un client softphone ou un client mobile. C'est toujours la même chose. C'est juste un point de distribution qui est spécifique et où on va avoir une limitation quand, par exemple, on va vouloir envoyer un message instantané sur un téléphone. Il va dire le client qui est à distance ne gère pas cette modalité. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Voilà, donc tout ça c'est optimisé. Mais j'ai envie de dire que la seule limite c'est ce que les clients veulent et ce que le développeur a envie de faire. On peut vraiment tout faire. J'imagine qu'il y a la même chose pour les tableaux blancs, les salles de conférence, les caméras, etc. Ouais, c'est ça. En tout cas, oui, sur l'écosystème, il y a vraiment plein de choses. Ça va, par exemple, ça peut être parfois des choses bêtes, hein, mais par exemple, il y a un partenaire de l'écosystème qui vend un périphérique USB et qui est juste une loupiote, en fait, une LED, qui émet un son quand tu reçois un message et qui change de couleur en fonction de ta présence. Et il y a beaucoup de clients qui l'utilisent, par exemple, dans des open space ou dans des centres d'appel, pour que tu viennes pas déranger ton collègue quand il voit la loupiote qui est rouge, t'es occupé, donc tu viens pas te déranger. Donc après, c'est pas con, c'est bien. Ouais, t'as des tableaux blancs, t'as des casques qui sont aussi évolués et dont il y a des SDK aussi. Où quand tu le poses sur ton bureau, ça met automatiquement en mute. Quand tu le mets sur ta tête, ça décroche l'appel qui est en cours. Enfin, c'est assez, on peut aller assez loin. Ouais. Et donc tout l'aspect programmation, donc tu dis ça se fait dans ce cas-là côté serveur en .NET, avec le SDK qui fonctionne pour pouvoir se connecter dessus. Et là tu récupères, je suppose, toutes les fonctionnalités dont tu nous parles, on décroche, on veut transférer, etc. Tu as des méthodes pour pouvoir gérer tout ça, c'est ça? C'est des événements, hein. Tu dis je veux m'abonner sur les appels de type messagerie instantanée. Et quand il y a un appel qui arrive, l'événement est levé et puis tu peux traiter ton appel pour le rediriger, pour l'enregistrer, pour modifier le routage. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Mais donc c'est la partie serveur. Ouais. Si quelqu'un qui nous écoute voudrait dire tiens ça m'intéresse, je veux commencer là-dedans, tu le conseilles de faire quoi? De partir plus là-dessus, donc on voit le UCMA 5 ou bien sur d'autres, et si oui, il y a un site web, il y a un tutoriel, il y a quelque chose? Ouais, il y a pas mal de docs, mais il y a déjà un point, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas forcément tant de monde qui s'y met, c'est qu'il faut quand même bien connaître le fonctionnement de Skype, c'est-à-dire sur quel protocole repose, comment les appels transitent entre les points, etc. Et après, en effet, il y a un site qui s'appelle dev.office.com/Skype. Ah oui. Et il y a, en fait, je pense que ton slide est issu de ce site-là. Et il y a toutes les docs dessus, MSDN est la meilleure doc pour pouvoir commencer sur le sujet. Ok, donc c'est plus par là qu'il faut aller. Quoi. Maintenant, on le voit sur le slide, il y a UCMA dont on vient de parler. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a le Skype Web SDK. Enfin, tu dis, il y en a apparemment plus d'une dizaine. Mais les autres SDK ou les autres API servent à quoi? Et c'est des API qui sont, alors là,
plus côté client et qui vont servir à un scénario, c'était le deuxième scénario dont je parlais tout à l'heure, qui est en fait intégrer Skype dans des applications métiers. À la Build cette année, par exemple, le groupe produit a annoncé l'intégration de Skype dans Salesforce. Donc en fait, tu peux, si les clients ou si les partenaires qui sont dans Salesforce ont Skype, tu vas pouvoir avoir la présence qui s'affiche directement dans les interfaces. Tu vas pouvoir intégrer aussi les modalités dans des sites. Donc après là, il y a plein de scénarios métiers qui existent. On en fait nous assez régulièrement, mais il y a plein de cas. Par exemple, le Skype Web, qui est le SDK Web, qui est basé sur JavaScript, qui permet en fait d'intégrer toutes les modalités dans une interface web. Donc les exemples, c'est des cas que moi j'ai déjà pu faire. T'es sur ton site de la banque, sur ton compte en banque, tu as une question à poser à ton conseiller, et ben, tu as la présence de ton conseiller qui est affichée directement, et la présence qui est dans cette interface-là, en fait, c'est issu directement de Skype. Et s'il est présent, je vais pouvoir, ce cas-là, je vais pouvoir lui envoyer un message, je vais pouvoir, pourquoi pas l'appeler ou le voir en vidéo, et je vais pouvoir aussi programmer un rendez-vous avec lui à distance, et je vais retrouver en fait toutes les modalités de communication directement dans Skype. Donc j'ai pas besoin d'avoir un client Skype installé sur ma machine, en tout cas un client Skype entreprise, hein. C'est là où des fois la subtilité est un peu compliquée à comprendre pour les gens qui ont pas l'habitude, mais là j'ai rien à faire, j'ai juste à aller sur mon compte en banque et je peux discuter directement avec mon conseiller sans avoir aucun prérequis à installer. Et est-ce que tu peux imaginer des scénarios, imaginons tu es un éditeur de logiciels, tu as distribué ton logiciel à des dizaines de personnes, et intégrer à l'intérieur de ton logiciel un système de service après-vente où tu peux communiquer justement avec le SAV, que le SAV puisse récupérer de façon transparente les logs de ton application pour pouvoir t'aider dans le débugage ou dans le suivi de ton application. Ouais, bien sûr, hein, si tu peux, c'est en effet mettre, je sais pas, dans ton site une petite interface pour pouvoir envoyer des messages, voir si le support est disponible, ou l'exemple, vous avez certainement déjà navigué là, avec les fêtes de Noël ou ce genre de choses sur des sites e-commerce, où au bout de 5 minutes, c'est même un peu moins, mais vous êtes sur une fiche produit, vous avez un petit pop-up qui s'affiche qui dit est-ce que je peux vous aider, vous conseiller, etc. Ça, on a des clients qui sont intéressés à ce que, au lieu de passer par des produits spécifiques qui font que ça, c'est aussi l'intégrer à Skype, et donc de profiter que l'utilisateur qui est à distance puisse avoir un seul client de communication, aussi bien pour répondre à des demandes qui viennent du site web que des demandes d'utilisateurs internes sur des questions. Donc ils n'ont plus qu'un seul client et les modalités de communication viennent de partout en fait. Mais ton client qui va utiliser ça, il a besoin, comment il va payer ça, à part le service d'intégration, ok. Mais au niveau de Skype et Microsoft, alors comment ça se passe Eh ben, dans ces cas-là, c'est pas payant, c'est gratuit. Il n'y a pas de licence spécifique. Ce qui est important, c'est que la personne qui soit à distance, en tout cas la personne qui va consommer qui va recevoir l'appel, ait un client Skype. Après, il n'y a pas de fonctionnalité. Donc la personne qui a un Office 365, donc là c'est un E3 au minimum, je sais, oui c'est ça. E1, tu l'as aussi, hein, ou après tu vas avoir une licence P Skype qui fait que ça. Ouais. J'avais déjà voulu intégrer ce truc-là une fois, mais donc il existe sur Internet multitude de chats possibles comme ça, hein, des pop-up. Ouais. Je ne savais absolument pas que Skype le faisait, mais la plupart c'est des choses qui sont payantes. Mais là, tu es en train de me dire que non, en fait, moi, du moment que j'ai mon Office ou j'ai mon Skype entreprise, je peux en fait intégrer ça et ça va être un service qui va être gratuit. Étonnant. Oui, pour toi, pour tous les utilisateurs qui vont le consommer, qui vont l'utiliser. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Et tu dis, ils n'ont besoin de rien. L'utilisateur, il a besoin ou d'installer un Skype ou un Skype Business ou non, un plugin, rien du tout. Oui, alors ça c'est en effet le grand problème. C'est l'actualité en ce moment par rapport à ça, mais en effet, en fait, il faut savoir par exemple dans le cas de Skype Web, on va pouvoir l'utiliser de deux façons. C'est soit d'utiliser en fait tes propres credentials. Donc tu utilises ton compte entreprise pour te connecter, et en fait au lieu d'avoir le client Skype comme tu l'as sur ta machine, tu peux utiliser directement dans le portail web, par exemple sur OWA ou Outlook.com.
En fait, ils utilisent à peu près les mêmes SDK pour pouvoir, en fait, quand tu te logs sur ton interface mail web, tu as la présence, etc., qui s'affiche. Bah, en fait, ils utilisent Skype Web. Exactement pareil. Mais là, il Donc, n'y a pas de plugin à installer alors. non, le Ah plugin ouais. va être nécessaire quand tu vas vouloir faire de l'audio et de la vidéo sur en fait, des navigateurs qui supportent pas le protocole qui est utilisé. Aujourd'hui, Ouais, c'est clairement, ça. ça marche que sur Edge, le mode sans plugin. Donc, vous avez peut-être vu les annonces. Le Ouais. protocole qui est utilisé s'appelle ORTC pour WebRTC. Il y a eu un fonctionnement un peu différent de WebRTC. Mais le scénario est assez intéressant parce qu'en fait, quand tu te connectes sur une interface qui gère Skype, quand tu démarres une conversation vidéo, en fait, Edge te demande s'il peut accéder à ton micro et à ta caméra. Tu fais oui. Et en fait, tu n'as rien d'autre à faire. Mhm. Ça, c'est Ouais, c'est ça. terrible. Ouais. Donc ça va évoluer parce qu'en effet, aujourd'hui, sur Internet Explorer, bon, c'est un navigateur qui va ne plus être Borné. supporté, hein, qui est abandonné. Donc on a besoin d'un plugin. Et après, Chrome et Mozilla, qui sont des navigateurs qui ne sont pas développés par Microsoft et qui sont updatés quasiment toutes les semaines, ne supportent pas trop ces modalités-là. Et même le plugin n'est pas forcément bien géré, ça marche pas aujourd'hui. Donc ça évolue petit à petit, mais en tout cas sur Edge, ça marche pour l'instant très bien. Et en effet, on n'a donc pas besoin d'installer de client Skype sur la machine pour pouvoir utiliser ces Ouais, fonctionnalités. c'est ça. Et donc ça, c'est le Web SDK dont tu viens de parler, si j'ai bien compris. C'est ça. Et en pratique, même question que tout à l'heure, au niveau des applications serveurs ou .NET, ici, si on veut faire du développement, en pratique, on a besoin de quoi? On crée, c'est un site web et on vient modifier la page web et je suppose que c'est quoi, un SDK en JavaScript? Absolument, c'est juste ça. Donc c'est une page HTML, tu mets une balise JavaScript, tu dois spécifier en fait l'URL du SDK JS qui est sur le CDN de Skype. Ah ouais. Et quand tu démarres, en fait, il importe un modèle objet Skype dans ta page et après, en fait, c'est même assez simple. Hein. Pour la petite anecdote, par exemple, là, il y a 15 jours, j'ai été formé un développeur qui avait jamais fait de Skype et en 1 heure, il avait compris comment fallait utiliser Skype dans le web. Il y a 3 lignes pour pouvoir te connecter et après, tu peux faire ce que tu veux. Donc, c'est assez puissant. Et tu as la même chose pour des applications type lourdes? Ouais, alors en fait, c'est les autres SDK que Denis avait. Donc, par exemple, le Desktop API, qui est aussi une application .NET. Là, c'est un SDK que tu installes sur ta machine. Et en fait, par contre, lui communique avec le client qui est installé sur le poste. Donc, en fait, tu peux l'automatiser assez simplement. Tu récupères un objet qui pointe en fait vers l'instance de ton client Skype sur ton poste. Et alors, quel client? Ah oui, non, mais c'est client, c'est Skype pour entreprise. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on ne parle pas d'application UWP. Alors en fait, les applications WP, tu peux très bien utiliser la couche qui est en dessous de Skype Web, et en fait c'est le troisième carré sur la première ligne qui s'appelle UCWA. Si tu veux, alors je pourrais, si vous voulez, vous donner, je pensais que je l'avais mis dans les docs, mais en fait UCWA est une API REST qui est exposée par le serveur Skype et qui est utilisée soit par les applications mobiles par exemple, par les interfaces web qui sont fournies par Skype par défaut. Par exemple, quand vous voulez accéder à une conférence à distance, quand quelqu'un vous invite, vous cliquez sur un lien web, là, ça utilise cette API-là. Et en fait, le Skype Web SDK n'est juste qu'un SDK qui se base sur UCWA. Et donc, par exemple, dans UWP, on peut très bien faire des appels REST vers cette API-là, et ça marche aussi. Moi, je l'ai fait. J'ai fait un SDK pour le boulot .NET qui utilise en fait UCWA et qui automatise toute cette partie-là. Donc on pourrait Tu très pourrais bien... carrément refaire un client Skype si tu as envie, ça va jusque-là. Même la communication audio ou vidéo peut être reconfigurée. Oui, bien sûr. Ok, donc c'est pas simplement dire j'active des options ou je mets en forme certains éléments dans mon protocole ou dans mon écran Skype. Tu refais quasiment le client, quoi. Ouais. En fait, c'est d'ailleurs pour ça que le SDK dont je parlais tout à l'heure, Desktop API, il n'a pas été mis à jour pour Skype entreprise. C'est encore en version Link 2013. Il n'y en a pas pour Skype 2015. Parce que, en fait, aujourd'hui, le mieux, c'est d'utiliser la partie UCWA.
Ah oui, ok. Ouais. D'accord. Et là, Donc c'est c'est un des web peu, en services, effet, c'est quoi. un peu compliqué, hein, mais en fait tout s'empile en fait. UCMA c'est vraiment la base de tout. Mhm. CWA qui est l'API REST est au-dessus du CMA. Et Skype Web, en fait, est juste la partie cliente qui consomme l'API UCWA. Donc, c'est simplifié au maximum pour les développeurs qui connaissent pas forcément Skype. Et c'est comme ça que tout à l'heure, je disais qu'il fallait connaître un peu Skype. Mais ça, on tend de plus en plus à ce que ça soit simplifié pour les utilisateurs et les développeurs. Et aujourd'hui, dans Skype Web, si on va sur la doc, en fait, il y a honnêtement, rien que pour se connecter sur un compte, il y a 3 lignes à faire et on est connecté. Et après, on peut jouer avec la présence, etc. Et derrière, ça interprète des commandes UCWA. Ah oui, ok. Et justement, si on parle, je dirais, plus de bonnes pratiques, toi qui es plongé dans ce milieu-là de Skype, Skype Business depuis des mois, des années, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si on veut commencer à travailler, à développer là-dedans? Bah, je pense qu'aujourd'hui, si je dois conseiller quelqu'un qui doit redémarrer, clairement, c'est sur la partie web qu'il faut s'orienter parce que c'est ce qui est de plus efficace et c'est là-dessus que Microsoft fournit le plus d'outils. Les anciennes versions .NET, notamment Desktop API, etc., sont de moins en moins utilisées et de moins en moins efficaces. Par exemple, le Desktop API, ça utilise en fait des objets comme, donc c'est quand même assez lent et c'est pas aussi efficace que UCWA. Donc Mhm. aujourd'hui, je conseille quelqu'un qui doit développer ou intégrer des choses dans son application avec Skype, d'utiliser la partie web. C'est ce qui est vraiment de plus efficace, même pour des applications lourdes. Ouais, ok. Voilà. Et il y en a un dernier, là, celui qui est au milieu entre Skype Web et UCWA, qui est en fait l'équivalent de Skype Web, mais pour le mobile. Et en fait, on a un SDK pour iOS et Android. Il n'y a pas de SDK pour l'instant pour Windows. Qui permet d'intégrer en fait de faire l'équivalent de Skype Web mais pour le mobile et de gérer toute la partie média. Donc en fait, le SDK simplifie et dit je veux démarrer le service audio, il communique avec le matériel audio de ton iPhone ou de ton Android pour te fournir la vidéo de ton écran et d'intégrer en fait les modalités Skype dans des applications mobiles. Donc c'est Ah oui, l'équivalent, ok. c'est pareil. Ça interprète aussi des commandes du CWA. Mais c'est aussi des scénarios qui sont plutôt intéressants. Et je parlais de la banque tout à l'heure. C'est des cas qu'on peut faire aussi pour la banque, où l'application mobile de ta banque, au lieu de mettre la présence et de lancer un client Skype à côté, en fait, tout est intégré dans la même application. Donc ça, c'est aussi des usages qui sont assez intéressants. Mais on parle là vraiment d'iOS ou d'Android, donc en Java, si on veut faire du développement Android, on parle pas de Xamarin et il n'y a pas de SDK pour Xamarin par exemple pour faire du multiplateforme. Non, aujourd'hui, non. Bah, c'est pareil, Ou alors. j'espère que ça viendra. Mhm. Parce que bon, c'est quand même beaucoup plus simple. Moi, j'ai dû me mettre un peu au Swift et au Java. J'avoue que mes yeux ont un peu saigné, mais C'est pour ça que t'es pas en vacances entre Noël et le jour de l'an. c'est ça, exactement. Quand on fait quand on a l'habitude de faire du .NET et qu'on doit passer à faire du Swift ou du Java, c'est pas simple. Mais en tout cas, le scénario est assez intéressant. Et on ne sait pas le faire avec les services UCWA dont tu parlais? Si, Puisque ce sont des services web, donc tu pourrais y accéder. Et c'est quoi l'avantage alors? Qu'est-ce qu'il y aurait, en à part fait, cette intégration supplémentaire au-dessus? on pourrait très bien le faire. Le seul obstacle que tu vas avoir, c'est quand tu vas devoir fournir le média à ton service. C'est pas aussi simple que ça pour Qu'est-ce que pouvoir. tu appelles fournir le média au service? Ah, Fournir le son, c'est ça? Se voilà, connecter à un... exactement. C'est Ok. comment tu vas dire, je me connecte au micro de mon téléphone et que je l'envoie au serveur, etc. Bon, là, sur App SDK, ça c'est fait de manière transparente par le SDK, mais c'est quand tu dois le faire toi-même, c'est un peu compliqué. Donc, Ouais, 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 ouais. tu risques de passer du temps. Mais par exemple, Richard parlait d'une application UWP, intégrer de la présence, intégrer du chat, récupérer des photos, récupérer la photo de l'utilisateur, un certain nombre d'informations. Avec UCWA, on peut le faire assez facilement. Ouais, c'est ça, ok. Et ça, c'est très bien documenté. D'ailleurs, sur UCWA, il y a un site spécifique qui s'appelle ucwa.skype.com où toute l'API est documentée avec les objets, etc. Et c'est basé sur du REST, donc on peut l'utiliser en PHP, en .NET, enfin tout ce qu'on veut. Ouais, on se connecte dessus directement, ouais, c'est ça. Ouais.
Et si on veut débuter, c'est le mieux de passer par quoi? Un compte Office 365 et on peut activer, enfin je veux dire c'est peut-être payant au départ, il n'y a pas de version gratuite pour essayer ou ce genre de choses? Bah si, c'est comme, enfin tu peux très bien t'inscrire sur Office 365 et avoir un compte d'Eval, alors je sais plus, par défaut c'est 3 mois je crois. C'est ça, mais c'est compris dedans quoi. Ouais, et tu peux utiliser les API UCWA. C'était pas le cas il y a quelques temps, hein, ça a été annoncé à la Build je crois d'ailleurs cette année, où on peut maintenant utiliser UCWA. Avant ce qui n'était pas géré c'était de la méthode d'authentification, mais maintenant tout est intégré avec les API ADAL, etc. Tout est intégré, ça marche plutôt bien. C'est ça, il faut en gros avoir une bonne connexion internet si on veut avoir une bonne qualité derrière quoi. Ouais, bah après tu peux toujours tester, rien que te connecter sur le compte, récupérer la présence d'un autre compte, envoyer des messages instantanés, etc., etc. Ça c'est déjà bien. Bah, Christophe parlait tout à l'heure, ça peut être un cas intéressant, c'est de dire bah je veux juste mettre un widget sur mon site e-commerce et que quand l'utilisateur clique, bah, ça m'envoie un message pour me dire j'ai besoin d'informations, je vous rappelle. Bon ça, si vous avez l'habitude de faire des appels à des API REST, c'est assez simple à faire. Hein. C'est assez simple à faire et c'est bien documenté, donc voilà. On mettra les liens dans les notes aussi. Ouais. En fait, je vais le faire pour ma dernière page d'achat. Quand il y a des achats, parfois, c'est toujours intéressant que le client ait... Oups, c'est vraiment important, tu sais, dans les paniers, au niveau des paniers, en fait. Ouais, et puis ça rassure aussi, je pense. Hein, dire on peut contacter même physiquement quelqu'un, que ce soit par chat ou par vocal. C'est vrai que ça rassure également. Hein, c'est bien. Ouais, donc voilà. À propos de rassurer, un dernier point, on en a parlé un petit peu en off avant. On entend régulièrement un aspect de mauvaise presse, je vais dire, sur Skype, on le critique beaucoup. Toi qui es encore une fois plongé là-dedans, c'est plus un effet de quoi où c'est les gens qui critiquent, crient peut-être parfois un peu plus fort que les autres, ou il y a vraiment de temps en temps des difficultés ou des problèmes par rapport à Skype? Parce que moi perso, on utilise ici Skype, comme on le disait tantôt, pour enregistrer le podcast, et maintenant ça fait quelques fois, on n'a jamais réellement rencontré de problème sur ça. On l'utilise Skype Business au bureau, on n'a jamais eu de problème non plus, mais est-ce que vraiment on est un cas isolé ou il y a ce genre de problème qui arrive régulièrement en entreprise? Ou de moins en moins. Ou de moins en moins, ouais. Honnêtement, c'est vraiment rare qu'il y ait des problèmes. Il peut y en avoir, en tout cas sur Skype grand public, en effet, il peut avoir des problèmes de coupure du service, mais c'est assez rare. Sur la partie Office 365, etc., c'est aussi rare qu'il y ait des coupures Azure, quoi. C'est à peu près pareil. En sachant que d'ailleurs le service Skype est hébergé forcément dans Azure. Ils utilisent même des services type Service Fabric ou ce genre de choses. Skype for Business est basé sur Service Fabric. Enfin, il y a certains services de Skype for Business qui sont basés sur Service Fabric. Après, en effet, je pense que là où il y a peut-être certaines personnes qui sont peut-être plus influentes et qui ne portent pas Skype dans leur cœur, donc on les entend plus. Mais honnêtement, moi, j'ai jamais eu de problème. Après, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le problème, je pense que vient surtout des utilisateurs qui disent bah moi quand je clique, je veux que ça marche. Et parfois, il y a des éléments extérieurs qui font que c'est compliqué de mettre en relation des personnes qui sont à l'autre bout. Et ça aussi, les gens se rendent pas forcément compte qu'aujourd'hui, une personne qui est à Lille ou à Paris ou à Bruxelles, elle peut communiquer juste en cliquant sur un bouton avec une personne qui est à Seattle, quoi. Il y a quand même une distance, etc., qui fait que le service ne peut pas être toujours 100% fiable, etc., etc. Donc, bref, ça marche super bien quand même. Globalement, moi, en effet, j'ai jamais eu trop à me plaindre. Après, je peux comprendre qu'il y a des choses qui marchent moins bien et que des fois, ça peut être compliqué, mais... Alors, non, je pense qu'il y a eu surtout un gros loupé au moment du lancement de Windows 8 avec une application Skype qui a été lancée sur Windows 8 spécial qui marchait pas très bien, puis un retour en arrière sur l'application Win32, etc. quoi. Ouais. Mais à un moment, il y avait tellement de versions. Après, je pense que c'est pas simple non plus aussi. Il y avait tellement de versions de clients Skype. Moi, je me souviens d'avoir vu une liste une fois de toutes les versions qui existaient pour Skype sur les télés. Je me souviens, je sais pas si vous vous souvenez. Et à un moment, il y avait des clients Skype sur les télés, les Smart TV. Et le nombre de versions, c'était hallucinant. Alors, je me doute que on a quand même l'habitude de gérer les versions de software. Quand on en a, je pense qu'il y en avait au moins 100. C'était énorme. D'ailleurs, sur la télé LG qui est toute récente, et voilà, j'ai eu l'information que Skype arrêté.
Ah ouais, voilà. Mais ouais, à un moment, je peux comprendre qu'ils arrêtent parce qu'il y a tellement de versions que vaut mieux se concentrer sur des clients dont on a besoin, sur PC, sur mobile, sur Xbox. Bon, je peux comprendre que sur Xbox, il y a un client Skype qui marche d'ailleurs plutôt bien. Je sais pas si vous l'avez déjà testé. Oui. Et bon, voilà quoi, il faut. Mais c'est vrai que même sur mobile, je prends mon cas personnel, Skype fournit au niveau personnel, je parle même pas de l'aspect Skype Business, fournit, il faut acheter des cartes, style carte prépayée, quoi, Ouais. dans lequel pour 10 euros on peut faire des communications, avec l'avantage que ça arrive sur un téléphone fixe, donc on peut téléphoner, moi je fais du Skype à partir du mobile, et de l'autre côté je téléphone à ma mère qui elle décroche son téléphone parce que je l'appelle de manière tout à fait normale, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu ça peux même fonctionne. tu peux même acheter un numéro de téléphone sur Skype grand public. Hein. Ouais, Tu peux tout dire, à fait. je veux un numéro Ouais. de téléphone. Ce que tu Ça peux j'ai vu faire aussi. maintenant aussi alors ça a été annoncé il y a pas longtemps et on pouvait pas le faire avant. Et on a aussi maintenant les appels téléphoniques dans Office 365 pour Skype entreprise. Donc tu vas dans ton portail d'administration, tu dis je veux la licence qui me permet de faire ça, et tu peux commander des numéros de téléphone et tu peux les attribuer à tes utilisateurs. Donc ça c'est aussi assez sympa. Ouais, non seulement c'est sympa de pouvoir effectivement centraliser ça, et moi ce que je trouve vraiment sympa, enfin moi c'est comme ça que je l'utilise aussi, c'est quand on est à l'étranger, tu fais des communications locales, quoi. Ouais, tu sors de la Donc, France et pas des États-Unis par exemple. Et nous qui voilà, sommes habitués d'aller au moins une fois par Et- an aux États-Unis, et tu appelles pour avec ton info- client Skype. Pour info, le truc, c'est à peu près plus de 6 heures d'appel, un peu moins de 8 euros par mois. Ouais, c'est pas très cher. Hein. Ah ouais non, ça coûte rien. Vers Moi les j'ai mobiles et cet les abonnement de 10 euros, ça fait, je veux dire, des années et je l'ai pas encore épuisé, mais j'utilise pas tout le temps non plus, mais Et en ça illimité ne 15 coûte euros. rien. Et il y a plein de Donc, services qui permettent, en effet, je pense que avec le temps, il y a quand même pas mal de services. Christophe peut en parler. J'ai passé un peu de temps avec eux sur le podcast Lifestyle pour leur expliquer un peu comment ça marche. Mais il y a par exemple maintenant une fonctionnalité qui s'appelle Broadcast Meeting, qui permet en fait de broadcaster les meetings Skype comme on le fait maintenant sur Internet, et n'importe qui peut se connecter sur le meeting et voir le contenu, etc. Donc c'est basé sur Azure Media Services, donc c'est hyper scalable, on peut faire vraiment plein de trucs. Et un an auparavant, on avait testé et c'était assez difficile la qualité pour une raison, je ne sais pas pourquoi. Et puis là, maintenant, on en est vraiment, vraiment content, quoi. Ça marche du feu de Dieu, quoi. Ouais, c'est ce que je dis, nous, au bureau, c'est comme ça évite de se déplacer aussi, quoi. Quand tu as des collaborateurs, enfin moi en Belgique, d'un siège, que ce soit à Bruxelles ou parfois on travaille même avec des Grecs, on se fait évidemment, on va pas régulièrement en Grèce non plus, c'est quand même plus simple. On se fait des call conf comme ça en vidéo et ça prend 2 minutes et franchement ça marche à chaque fois parfaitement. Ouais, c'est un bel outil, mais en effet, il y a parfois des cas où ça marche pas très bien, mais il y a forcément des éléments qui font que ça peut être compliqué, mais bon, l'utilisateur voit toujours l'interface de Skype, donc pour eux, c'est Skype qui fonctionne pas. C'est ce que je peux comprendre. Non, tout à fait. Mais c'est vrai que si on est dépendant de conditions extérieures, on ne sait pas toujours tout régler non plus. Ça, à mon avis, c'est clair. Ouais. C'est pour ça que nous, parfois, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Des fois, quand on fait des applications, le client nous dit ça marche pas, machin. Et en fait, on se rend compte juste que leur infrastructure Skype n'est pas carrée. Et on leur dit oui, mais votre infrastructure Skype. Donc ça, moi en tout cas, je suis hyper vigilant là-dessus. C'est que quand je développe une application qui se base sur Skype, j'essaye d'afficher à l'écran et de donner les informations nécessaires pour qu'on puisse au moins dire quand c'est Skype qui marche pas, le serveur Skype n'est pas disponible ou il y a un problème sur Skype. Sinon, forcément, on dit ton application elle marche pas. Et je comprends. Il y a des outils, tiens, à propos de ça, de monitoring. Donc, par exemple, de se dire, tiens, quand j'ai un problème, ou même en termes, toi, de développeur, je suppose que c'est pas blanc ou noir, quoi. C'est pas ça fonctionne pas. C'est bon, la qualité n'est pas suffisante, ça fonctionne moins bien, mais peut-être de temps en temps. Donc, tu as des outils de monitoring pour ça? Ouais, il y a toujours, il y a plein d'interfaces sur Skype qui permettent de le faire. On a, en fait, il y a plein de compteurs de performance, etc., qui sont relevés en termes de communication. Des statistiques aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Skype grand public, ça existe depuis longtemps, mais sur Skype entreprise, c'est arrivé depuis 1 an maintenant, où à la fin d'un appel, tu peux noter ton appel, pour dire ouais, c'était bien, j'entendais bien mes correspondants, où il y avait de l'écho, etc. Tout ça, c'est remonté dans le serveur Skype, et l'administrateur peut récupérer toutes ces informations-là. Il y a un tas de statistiques qui est assez impressionnante. Un cas concret
pour finir là-dessus, il y a souvent des cas où les utilisateurs appellent les supports et disent j'entends pas bien mon correspondant ou mon correspondant m'entend pas bien, je comprends pas, etc. Il suffit juste d'aller sur cette interface-là pour dire je vois que la marque de votre micro que vous utilisez est la marque de votre micro intégré à votre PC et je peux comprendre que ils vous entendent pas bien, donc il faut utiliser un casque. Voilà, il y a toutes ces informations-là permettent de faire du troubleshooting, d'avoir les codecs, le nombre de bitrate, de paquets perdus, etc. Donc on a plein d'infos qui permettent d'optimiser en effet ces communications-là. Ok, parfait. Je pense qu'on arrive à peu près à toutes les explications qu'on devait donner. Donc, un grand merci en tout cas à toi, Alexis, pour toutes ces infos. De rien, j'espère que c'est assez clair. C'est toujours compliqué d'expliquer ça, mais... Ouais, non, moi je pense que c'est assez clair. Si je résume, je dirais qu'en 2 mots, Skype existe, dis-moi si je me trompe, donc en 2 versions, une pour le grand public et une pour les entreprises. Pour le grand public, il est possible de développer, on a vu dans un précédent podcast, de développer des bots, comme nous en avait parlé Étienne Margraff en juillet dernier. Et pour les entreprises, ça se base principalement sur une version professionnelle de Skype et même plusieurs SDK de développement qui permettent de faire des intégrations dans le portail web, dans des applications mobiles, desktop, etc. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu as d'autres infos à nous fournir que tu penses intéressantes, Alexis, sur tout ce qu'on vient de parler ici avant de se quitter. Écoute, non, on a fait le tour. Après, je publie régulièrement dès qu'il y a des news, donc voilà, il ne faut pas hésiter à me suivre. Vous aurez les infos. Justement, si un auditeur souhaite te contacter, comment peut-il faire ça ? Sur Twitter, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est @Alexis_Cogna. Voilà. Ok, on remettra l'adresse de toute façon, le lien dans les notes de l'émission également. Messieurs, je pense ainsi qu'on arrive à la fin de cet épisode, dernier épisode de l'année 2016 que les auditeurs auront la joie d'écouter en 2017. Mais ça, c'est les joies de la technique et de Skype aussi. Donc Richard, Christophe, je propose peut-être de se retrouver dans quelques minutes pour discuter des actualités de Richard. Et vous l'avez compris qu'on va enregistrer début 2017, comme ça on sera plus proche des vraies actualités et de tout ce qui va pouvoir être présenté dans les actualités.net. Je ne sais pas si vous avez d'autres infos à devoir ou d'autres commentaires, Christophe ou Richard ? Non, mais j'en ai des autres, mais je lui demanderai directement. Ça va. Sinon, si on a des intéressantes, tu peux toujours les poser, comme ça les auditeurs... Non, mais c'est des questions sur les numéros de Skype, là. Les numéros de téléphone de Skype. Ah ouais. Déjà, toi, ton entreprise, tu as un numéro Skype ? Chez moi, c'est... France Télécom. Non, je parle à Alexis. Alexis. On a un certain nombre de numéros pour Skype. On l'attendait depuis longtemps, donc on en a. Ouais. Parce que c'est assez récent. Ça a été annoncé à Ignite. Donc en fait, ça existe depuis un certain temps pour les États-Unis et l'Angleterre. Et la France, ça a été annoncé en septembre à Ignite. Ça a été en preview et là, ça devrait pas tarder à sortir en version publique. Donc tout le monde pourra l'utiliser. Et si tu veux faire grandir ta société, Christophe, tu peux très bien prendre à ce moment-là un numéro aux US. Comme ça, tu as des Américains qui peuvent te téléphoner en croyant que tu es là-bas. C'est un des avantages. N'empêche, il y a beaucoup de boîtes où aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais quand tu veux acheter un numéro, par exemple, rien qu'à Paris, tu es obligé de prendre des services qui coûtent un peu d'argent. Là, en fait, tu n'as quasiment rien à faire. Pipo. Juste le truc. Et moi, ma téléphonie pour l'instant chez OVH, qui est pour l'instant, sans être contre Skype, bien évidemment, bien meilleur marché que Skype. Pour l'instant, j'espère que Skype évolue en tarification. Mais j'ai un numéro 01 83 62, etc. Mais c'est le même principe. C'est le même principe. Qui est à Paris. J'ai pas de local à Paris et pourtant j'ai derrière une infrastructure SVI que j'ai développée. C'est en mode web c'est un truc XAML. Et en fait, tu tapes un code client et puis en fait après c'est redirigé, etc. Mais j'ai pas besoin d'être sur Paris. Ouais, mais c'est le même principe. C'est le même principe que Skype. Et c'est que quand, par exemple, on parlait des PABX tout à l'heure, quand tu as une infrastructure PABX, que tu n'as pas la possibilité d'être aussi flexible quand tu es en mode IP comme tu l'es chez OVH ou chez Microsoft avec Skype, c'est compliqué. Là, nous, on a plein de clients où aujourd'hui, en effet, quand ils utilisent Skype online, ils ont juste à cliquer sur 2 boutons et activer un numéro à Paris, le rediriger vers un utilisateur qui est en fait à Lille ou à Toulouse ou peu importe dans le monde. C'est plutôt avantageux.
Et ça commence même à poser d'autres types de problèmes parce que je sais par exemple nous en Belgique, je suppose que c'est la même chose dans tous les pays, il y a un organisme de régulation de tout ce qui est télécom, on va dire, téléphone et autres. L'ARCEP, et je pense qu'ils sont en train de se taper un procès Skype parce qu'ils n'ont pas été déclarés comme un opérateur téléphonique sur le sol belge. Oui. Et du coup, nous c'est pareil en poser France, des problèmes. Quoi. Pareil, c'est l'ARCEP ici, en France en tout cas, c'est l'ARCEP qui régule cette communication-là. Et en effet, il y a toujours ce problème-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça n'a pas été lancé tout de suite en France, par rapport aux États-Unis, où les États-Unis c'est beaucoup plus simple. Il y a aussi une question de tout ce qui est numéro d'urgence. Donc c'est par exemple si tu es à Paris et que tu appelles depuis ce téléphone-là, depuis Lille, si les pompiers de Paris doivent venir à Lille, ça fait un peu loin. Il y a toujours cette optimisation-là. Aux États-Unis, c'est fait autrement et c'est un petit peu mieux pensé que ça. Donc c'est aussi pour ça que ça a pris du retard et que c'est parfois compliqué. Mais voilà. Bien. Ok. Parfait. D'autres commentaires? Non? Que nenni. Eh ben merci beaucoup. Merci bien à toi, Alexis. Merci Encore à vous, merci messieurs, de m'avoir pour invité. tout ce podcast. Ben non, c'est toi qui nous donnes des explications, c'est toujours très agréable. Et pour tout le monde, je propose de se retrouver d'ici quelques secondes pour nos différentes chroniques d'actualité que Richard va nous présenter. À bientôt, merci. Au revoir. Salut. Donc nous revoilà donc pour cette deuxième partie, la partie consacrée aux actualités de Richard. Donc nous avons laissé notre collègue professionnel Skype et nous allons entamer ces actualités. On se retrouve aujourd'hui le 17 janvier. Donc comme on l'avait expliqué un peu plus tôt, on a enregistré cet épisode en deux parties pour des raisons plus pratiques. Et donc on va commencer par la première actualité, Richard, l'actualité qui concerne Scott Esselman et un post assez récent, je pense. Oui, un post de tout ce matin. On est le 11 janvier. Voilà, c'est le 11 janvier. C'est pas ça que j'ai dit? Non, t'as dit 17. J'ai dit 17, ah oui, non, pardon. On est en 2017, mais on est le 11 janvier 2017, voilà. Oui, il est trop tôt pour toi, il est 9h du matin. Facile, Ah oui, c'est ça. Parce qu'en plus, il faut expliquer effectivement que, exceptionnellement, on enregistre en matinée, enfin 9h, alors que d'habitude, c'est plutôt ou en soirée ou sur le temps de midi, donc ça me perturbe. Voilà, t'es encore en pyjama et t'y arrives pas. Ouais, ça, faut pas le dire, ça. Donc concernant Scott Esselman, oui, il nous a publié un petit post ce matin, bien sympathique, qui est sur un récapitulatif de tout ce que doit savoir un développeur .NET. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un tas de liens pour bien commencer. Il y a des informations notamment sur les target framework, sur en gros la tendance que prend Microsoft sur le développement de Microsoft.NET, donc avec la mise en avant de .NET standard. Et donc c'est assez intéressant de voir ce post qui est un récapitulatif pour ce début d'année. Moi j'aime bien ce post, vraiment. C'est vraiment un super récap. Il y a des mots parfois je maîtrisais pas ou je n'avais jamais été voir ce que c'était. Et il est super bien son petit post. Oui, c'est vrai que juste pour avoir, comme tu dis, les mots-clés et après pouvoir être dirigé vers le détail des fonctionnalités, des nouveautés, c'est pas mal, c'est cool. Donc à suivre sur ça, ouais. Et tu nous parlerais pas parce que tu as dégoté un petit truc de JavaScript communautaire qui nous parle de HoloLens. Qu'est-ce que tu as trouvé? Oui. Oui, il y a Microsoft qui continue à faire de l'open source et donc à publier sur GitHub des projets. Et donc on a un nouveau projet qui s'appelle HoloJS qui permet de développer des applications UWP en JavaScript. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment où ils ont lancé Windows 8, ils avaient bien mis en avant le fait qu'on pouvait développer des applications pour Windows 8 avec JavaScript. Puis après, ils ont, je sais pas, mais en ce moment, ils n'insistent plus trop là-dessus. Et là, ça revient avec HoloLens, et donc avec ce moteur qui repose sur le moteur d'interprétation de Chakra. Et donc, si vous faites du JavaScript et que vous voulez faire des applications UWP pour HoloLens, donc c'est vraiment un marché qui est encore tout petit. En croissance. En croissance, voilà, on va dire, pour être positif. Et donc, vous avez tout ce qu'il faut avec ce framework. Ok. Tu as déjà vu s'il y avait des applications, des modèles derrière? Il y a des exemples, tu sais pas? Pas du tout.
Parce que déjà, HoloLens, j'en ai pas, et bon, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop. Et alors, JavaScript, voilà, bon, on passe. Voilà, tout à fait. Bon, on avait fait un podcast déjà sur TypeScript, il faudra peut-être en refaire un nouveau sur TypeScript parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés. Et donc, c'est vrai qu'au lieu de faire du JavaScript, vaut mieux faire du TypeScript, c'est quand même un peu plus intéressant et plus avancé, on va dire, au niveau langage. Et une autre actualité, ça concerne là, c'est plutôt Log4j qui continue d'évoluer. Donc tu peux peut-être nous en dire plus. Déjà, qu'est-ce que c'est Log4j et qu'est-ce qui évolue? Oui, personnellement, pour ce qui me concerne, dès que je fais une application, donc j'essaye de mettre un moteur de log à l'intérieur. Et le moteur de log que j'utilise couramment, c'est Log4j, donc, qui vient du monde Apache. Qui est un moteur open source et qui est très vieux, qui dès le début de .NET était déjà présent. Et il continue d'évoluer et il y a une nouvelle version qui vient d'être publiée qui est compatible avec .NET Standard 1.3. Ah ouais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder un petit peu dans le code, dans le post qu'ils ont publié, et qui permet de voir quels sont les différents namespaces qui sont supportés et qui ne sont pas supportés. Donc, un exemple, vous aviez un appender donc, qui permet de loguer dans une base de données SQL, donc un ADO appender. Et celui-là a été supprimé parce que justement, tout ce qui est SQL Server n'est pas supporté dans .NET Standard. Donc, pour l'instant, je l'ai testé, c'est pas encore ça, donc on va attendre la version suivante, mais c'est intéressant d'aller voir. Ok, et juste en complément, il y a, mais ça je pense que vous êtes même encore trop jeune, parce que j'avais commencé les podcasts en 2015, et il y avait un podcast sur Nlog, qui est nous le composant qu'on utilise, c'était je crois le 3e podcast à l'époque. Et pour ceux qui sont intéressés, c'est vrai que nous on avait fait un peu le test entre les deux, Log4j et Nlog. Je pense que ça doit être à mon avis les deux systèmes, les deux frameworks ou les deux toolkits qui permettent comme ça de faire du tracing. Et moi en tout cas j'invite surtout ceux qui nous écoutent, c'est si jamais vous développez des applications, c'est surtout d'avoir cet aspect de trace et de suivi, de savoir exactement quasiment en permanence, ne fût-ce que pour le développement, le débugage, savoir ce que l'utilisateur a fait, les aspects techniques, donc c'est vraiment indispensable pour tout ça. Ouais. Ok. Alors, je suis assez étonné, tu nous as dégoté quand même une actualité dev, alors, tu vas me parler plus, mais là, au CES, le CES qui vient il est terminé, je pense, à Las Vegas. Alors, les CES, c'est le Consumer Electronics Show. Qu'est-ce que tu nous as trouvé là? Oui, alors c'est pas vraiment du développement, c'est plutôt une orientation du développement pour la réflexion de ces futurs développements. Donc il y a eu une annonce alors c'est pas une annonce de Microsoft, mais c'est une annonce de BMW qui disait qu'ils ont signé un partenariat avec Microsoft pour intégrer Skype et l'accès à Microsoft Azure, Office 365 dans leurs futures voitures. Et c'est un petit peu la tendance actuelle dans l'ensemble des grands acteurs de l'informatique. Avant, on disait Google va produire ses propres voitures, Apple va produire ses propres voitures, etc. Et Windows va venir à l'intérieur des voitures. Maintenant, il y a on laisse le travail de constructeurs aux constructeurs actuels, emblématiques. Et les sociétés d'informatique viennent plutôt en complément comme un service. Et donc, Microsoft propose plutôt les services d'Azure, les services d'Office 365, le support de Skype for Business, comme on a vu avec Alexis, à l'intérieur des voitures, plutôt que de proposer un Windows Embedded. Donc, ceux qui veulent développer des applications pour des voitures, c'est plus de s'orienter dans cette direction-là plutôt que de chercher du côté de Windows Embedded. Et ouais, c'est pas plus mal en fait. On voit bien que le service il prend le dessus en fait maintenant par rapport c'est la philosophie que Microsoft essaye de mettre en place. Et c'est vrai que. Et a priori, elle fonctionne. Et elle fonctionne en tout cas, ça a l'air, c'est bien. Ça a l'air de prendre. Ouais.
Alors une autre news, et ça c'est une news que je vois qui, en tout cas moi perso, m'intéresse beaucoup. Tu vas nous parler après Roslyn, donc le compilateur là, intégré à Visual Studio et pour développer notre code C# le compilé. Ben, tu vas parler de Roslinator. J'aime bien le terme, Oui. j'aime bien le nom. Voilà, moi, c'est juste pour le nom, surtout. C'est Roslinator. Oui, donc c'est un projet qui est sur GitHub, qui utilise toute la puissance de Roslyn et qui propose tout un tas d'outils, de compléments qui permettent de faire du refactoring ou de l'analyse de code à l'intérieur de Visual Studio 2015. Et il y a eu une version pour 2017 qui vient juste d'être publiée. Bon, pour ceux qui n'ont pas ReSharper, qui n'ont pas acheté ReSharper ou des outils de ce genre-là, c'est un outil gratuit qui est assez sympathique. Et vous verrez, il y a plus d'une centaine d'outils de refactoring à l'intérieur de ce projet. Le refactoring et je vois d'analyseur aussi pour, je suppose, analyser le code, voir un petit peu s'il est bien écrit dans les bonnes conventions, etc. Je suppose. Oui, voilà, Ça, c'est cool. par exemple quand on déclare une variable, l'utilisation de var ou inversement Ouais, c'est ça. d'utilisation du type spécifique, quoi. Ouais. C'est ce qu'il y avait un peu qui existe toujours, je pense, Code Analysis, que nous on met en place quasiment à chaque fois, mais c'est vrai qu'avec un Roslinator, déjà le nom est bien, donc ça ne pousse qu'à aller voir comment ça fonctionne. Et puis apparemment, rien que les petites captures d'écran et les exemples qui sont mis sur le site, ça a l'air pas mal, quoi. Ouais. Tu nous parles un petit peu d'Open Data? Oui, alors là, c'est the grande annonce de la RATP, donc qui ouvre qui ouvre ces données, donc avec la possibilité d'accéder aux horaires en temps réel, où il y a des toilettes dans la RATP, quels sont les commerces de proximité agréés à la RATP, les plans, etc. Donc toutes les données de la RATP qui sont maintenant en open data, donc on pourra utiliser dans ces applications. Donc si vous voulez créer une application qui utilise ces données, maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc, Moi, je pense qu'il faut foncer parce que, rappelle-toi, il y a quelques années où la RATP mettait des barrières aux gens qui faisaient des applications, quand on était à l'époque de Windows Phone, où ils pouvaient choper un petit peu les données et où la RATP mettait des bâtons dans les roues et faisait retirer les applications. Donc, c'était un peu le monde à l'envers à l'époque. Et là, en fait, il a fallu quelques années pour que ils lancent la machine. Et c'est vraiment bien, hein. Mais je pense que là, s'il y a des devs qui écoutent, c'est le moment de faire une bonne app. Un truc UWP avec un casque HoloLens qui te guide. Non, je plaisante, mais je pense que c'est intéressant parce que Paris, la RATP, c'est quand même une destination où il y a beaucoup de monde qui va transiter, donc ça peut être sympathique. Et si vous voulez tester... Oui, vas-y. Oui, vas-y. Non, il faut espérer que ça montrera l'exemple pour l'ensemble des sociétés pour les forcer, ou plutôt les inciter à ouvrir leurs données comme ça vers l'extérieur. Je pense que tout le monde est gagnant, de toute façon. Et juste pour rajouter, vous pouvez utiliser aussi un outil intégré à Excel pour tester un peu tout ce qui est Open Data, qui est Power Query dans Excel. Je pense qu'il possède toujours ce nom-là. Et donc c'est juste un add-in qu'on vient rajouter à Excel et on peut se connecter directement sur des sources Open Data et donc faire des requêtes, gérer les données. Donc sans devoir nécessairement développer une application, ça permet de tester et déjà de voir un petit peu ce qu'il y a au niveau des datas qui sont fournies, c'est pas mal. Mm-hmm. Ok, et une autre news, ça c'est une news plus un event qui va arriver à Paris très bientôt, du 23 au 25 janvier. Et donc je te laisse peut-être nous en parler rapidement et tu as un invité à ce niveau-là. Oui, donc le 23 et 25, du 23 au 25 janvier prochain, il y aura le MS Cloud Summit à Paris. Donc c'est un événement qui est organisé par la communauté, qui n'est pas organisé par Microsoft, mais bien par la communauté. Et donc j'ai reçu Patrick Guimonet, qui est l'un des organisateurs et qui va nous en parler. Je reçois aujourd'hui Patrick Gimonnet, qui est donc MVP et qui s'occupe de l'événement MS Cloud Summit qui aura lieu le 24 et 25 janvier prochain. Bonjour Patrick. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cet événement ? Oui, alors effectivement, c'est un événement qui se veut un regroupement de toutes les communautés autour du cloud Microsoft. Donc le point dénominateur, c'est le nuage et les offres dans le nuage de Microsoft. Donc on a 2 jours d'événement, on a 72 sessions, 2 plénières, donc l'une
premier jour, donc le 24 janvier, qui sera axé sur la plateforme de données. Donc tout ce qui tourne autour de anciennement SQL Server et maintenant toutes les offres Azure dans le cloud autour de la donnée. Et le deuxième jour, donc pour cette première plénière, on aura Rohan Kumar qui est General Manager de l'offre database système chez Microsoft, donc qui vient de Microsoft Corp. Et le deuxième jour, ça sera une journée vraiment focalisée, dédiée au cloud, donc Azure Office 365. Avec un keynote exceptionnel de Julia White, qui est Corporate Vice President chez Microsoft en charge de Azure. Elle avait aussi travaillé dans les équipes Office 365, donc c'est un profil parfaitement adapté pour notre événement. D'accord. Et il y a pas mal de sessions, hein. C'est un peu comme les expériences day où il y a beaucoup de sessions qui se font en parallèle. Oui, alors à notre modeste niveau, hein, donc c'est un événement communautaire, donc entièrement fait par des bénévoles qui travaillent voilà, sur leurs heures. C'est vraiment du bénévolat. On est effectivement soutenu fortement par Microsoft et par un grand nombre de partenaires qui travaillent dans l'écosystème du cloud Microsoft. Et on a effectivement 72 sessions au total, donc beaucoup de speakers que les gens connaissent, qui sont effectivement des gens qu'on retrouve au MS Experience ou sous les différents événements Microsoft. D'accord. Et un dernier point, ça se passera où ? Donc ça se passera dans un lieu qui s'appelle le New Cap, qui a changé de nom. Avant, ça s'appelait Cap 15, peut-être les gens connaissent sous ce nom-là, qui a été complètement refait en fait à l'intérieur. Et c'est près du pont de Bir Hakeim, donc tout près de la Tour Eiffel pour faire simple. Ok, et ben écoute, on mettra le lien vers Voilà, juste rappeler l'URL si vous cherchez des infos, si vous voulez vous inscrire, c'est mscloudsummit.fr, tout attaché, MS Cloud Summit. Et ben écoute, je te remercie Patrick. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Au revoir. Non, mais merci en tout cas, c'est très sympa à toi Richard d'avoir fait cette petite interview de 2 minutes qui nous permet en tout cas à Patrick de nous expliquer, de nous décrire un peu plus précisément ce que c'est cet événement. Et donc on espère pouvoir retrouver nombreux à Paris fin janvier un maximum de personnes. Il y a pas mal d'événements, hein, comme il l'a expliqué, il y a beaucoup de choses qui sont présentes lors de cet event à Paris. Et maintenant, tu nous parlerais un petit peu de ce qu'on appelle le produit Microsoft Test, à propos de tests unitaires. Donc là, c'est pour revenir un petit peu à des articles en français, qui sont trop peu nombreux d'ailleurs. Beaucoup de MVP qui publient en anglais ou publient en français. Ça fait mieux et tu touches plus de personnes. Oui, soi-disant, oui. Enfin, bon. Non, mais c'est trop chic. Ouais, of course. Donc, c'est un article de Patrice Lamarche, qui est un ancien MVP, qui nous parle du moteur de test unitaire, la version 2 développée par Microsoft, qui maintenant est disponible en pré-release avec NuGet. Donc, il y a des nouvelles fonctionnalités. Donc, il nous présente ces fonctionnalités. Parce que, bien sûr, tout le monde fait des tests unitaires dans ces projets. Évidemment, tout le monde connaît. Ah oui, je rencontre une dizaine de sociétés par an et depuis 10 ans et à chaque fois il y a des tests unitaires à l'intérieur du projet. Donc, il y a des tests unitaires quand tu es passé dans la société. Voilà, oui. Après. Et donc, un article bien intéressant là-dessus. Donc voilà pour les actus, pour ce début de l'année. Et je pense qu'il y en aura pas mal qui vont sortir avec comme il y a des grosses annonces qui sont prévues pour le premier trimestre. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de choses côté dev. C'est vrai qu'il y a pas mal d'events qui sont déjà prévus, donc on en reparlera dans les prochains podcasts. Et un des prochains, d'ailleurs, normalement, devrait être consacré à .NET Core, c'est ça ? Oui, à ASP.NET Core. ASP.NET Core, ouais. Ouais, pour être précis, parce que c'est vrai que c'est la grosse tendance actuellement chez Microsoft de pousser ça et .NET standard. Et donc, on va avoir des invités sur ce sujet très prochainement. Très cool. Très bien, parce qu'en tout cas, j'ai déjà plein de questions, j'ai regardé un petit peu, mais il y a toujours des questions qui viennent, donc on n'en finit plus à chaque fois. On commence à connaître quelque chose et il y a des nouveautés qui arrivent, donc il faut toujours réavancer, remaîtriser. C'est ça qui est intéressant, mais parfois ça devient un peu long. Ceci dit, c'est le métier de développeur, ça. C'est le métier de développeur, ouais.
Et c'est pour On ça n'est que jamais tranquille, quoi. c'est pour ça Eh qu'on oui, fait. ma brave dame. Ben, c'est ça qui est bien. Au moins, Oui. par rapport à ce qu'on faisait il y a 5 ans, ça n'a rien à voir. Et sans doute que ce qu'on fera dans 5 ans n'a encore rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. C'est ça qui est Voilà. intéressant. C'est bon pour Alzheimer. Oui. Oui, Jean-Pierre. Pardon? Oui, Jean-Pierre. J'ai oublié ce que tu disais. Mais voilà, ben en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous deux, messieurs. Déjà pour la toute première partie à Alexis concernant l'aspect Skype et tous ces aspects d'actualité ici. Et le fait de le faire en 2 parties comme ça, c'est intéressant. Comme ça, on peut avoir effectivement les actualités du jour. Et donc, merci à toi, Richard, pour toutes ces nouveautés, ces infos que je vais évidemment remettre d'ici quelques minutes sur le site à la publication du podcast. Ben voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres points à rajouter pour ce podcast-ci. Bah écoute, moi j'ai envie de rajouter meilleurs vœux à tout le monde. Oui, c'est Oui, vrai. bonne année. C'est vrai, Bon on pouvait pas encore le dire dans le Application. début de l'épisode, mais on peut le dire maintenant, c'est bien. On peut le dire maintenant, ouais, c'est ça qui est pratique. C'est ça qui est pratique, ouais. Eh ben, très bien, à d'ici 2-3 semaines pour un nouvel épisode donc consacré à ASP.NET Core et Richard nous parlera avec ses invités de tous ces éléments-là. Très bien, merci bien messieurs, à bientôt. Merci, salut. Au revoir.